loi du 6 octobre 2023 président pour le point, alors toujours avec la présentation de la DSP concernant le cume, DPV, l'information de la séance, des communications de décision en vertu de la délégation de pouvoir reçu, une proposition de modification des statuts de la communauté de communes de l'Auvergne, qui a un mécanisme constant de désaffection des placements du domaine public, vente un couple de petits morceaux de terrain et des coupes de bois pour l'exercice 2024 et sur la partie finance, solution de subvention comité des fêtes. Convention de financement de la cadre du fonds pédagogique 3 écoles, règlement du forfait élèves versé aux écoles privées sous contrat, approbation de la convention pour l'équipe de la cathédrale, attribution de subvention d'équipement à l'association Saint-Vincent de Paul, subvention d'équipement au du commerce, adoption de la thématique en 2024 pour le budget participatif, répossession de concession funéraire, gratuité des services de transport en commun pour les Ukrainiens. Je vais laisser Betty Lapéo faire l'appel. Alors, M. Laurent Thuot, Mme Catherine Zombert, M. Jean-François Bérenguet, Mme Françoise Allanger-Barjon, M. Vincent Martin, Mme Elisabeth Nessonnet, M. François Roubet, Mme Aurélie Mayos, M. Alain Combe, Mme Marie Paoli, M. Raoul Dalle, Mme Gabrielle Tabon, M. Francisco Sibano, Mme Patricia Rousson, M. Nicolas Fouquet, M. Philippe Torres, Mme Catherine Tuel, M. Cyril Jacques, M. Christophe Lacasse, Mme Stéphanie Morel, M. Aurélien Leborde, Mme Sonia Lunès-Las, M. Nicolas Rousson, Mme Valérie Molière, Mme Betty Lampiro, M. Francis Doxat, M. Bruno Portal, M. Karl Rabet, M. Philippe Pouget, Mme Emmanuel Soulivard, Madame Fabienne Derne, M. Jérémy Danger et Mme Michel Jacques. Merci Madame la Présidente de pouvoir, peut-être avec le cours de conseil de M. Francis Boussard qui sera venu nous expliquer, pour Madame Elisabeth Frenel, de M. Jean-François Bérenguet pour M. Nicolas Foucault qui n'est pas encore arrivé, de M. François Robert pour Mme Patricia Rousson, de Mme Aurélie Mayol pour Mme Françoise Allanger-Barjon, de M. Nicolas Rousseau pour M. Vincent Martin, de M. Aurélien Leborde pour Mme Sonia Lunès-Las, de Mme Catherine Tuel pour M. Alain Combe et de M. Philippe Pouget pour M. Jérémy Danger. Donc on va laisser la parole à M. On va désigner le secrétaire de séance. Bien, donc je propose Mme Brigitte Bourgade. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Et donc, M. David Boulet, pour la présentation du rapport annuel CUM pour 2022. Alors bonjour tout le monde. Donc présentation du rapport de l'année 2022 sur les services de la demande. Je ne sais pas si le diapo en est lancé. S'il y a bien.
changements particuliers sur l'année 2022. Nous sommes toujours donc délégataires du service. En l'occurrence, le nombre de véhicules n'a pas changé. Il y a 2 véhicules de grande capacité et 2 véhicules de petite et moyenne capacité. Un véhicule qui tourne le samedi en petite capacité. Les autres véhicules fonctionnent du lundi au vendredi, donc toute la semaine. Spécificité sur les vacances scolaires, il y a donc 2 véhicules qui fonctionnent, un de grande capacité et un de petite capacité. En termes de points de recharge sur la ville, il y a 3 points de rechargement et un point de création et de rechargement qui est situé à Nouveau-Cours. Donc c'est 6 personnes, 6 conducteurs qui roulent tous les jours, une personne qui s'occupe un quart de temps sur l'entretien, contrôleur assermenté sur le service. Et forcément, un temps d'emploi administratif. En ce qui concerne je pense que c'est pas un peu de document que vous avez. C'est pas le ça, c'est les véhicules qui sont exploités sur le service. Donc il y a 4 bus qui sont sur le service régulier. Et le 5e, qui est le bus de remplacement pour dépanner lorsqu'il y a des entretiens d'affaires sur les routes. Du coup, on va passer à la diapositive suivante. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, ça reprend le moyen humain. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 6 conducteurs, 2 personnes pour l'entretien, la mécanique et tout ce qui s'ensuit. On va passer, c'est pas les éléments les plus intéressants. Donc ça c'est les grilles horaires, donc là vous pouvez passer sur les grilles horaires. Alors, le kilométrage sur la partie des véhicules qui fonctionnent comme le service, je peux le vérifier, c'est bien ce que vous voyez, 54 km, c'est le kilométrage à vélo, donc il va être le kilométrage scolaire ou hors scolaire. En dessous, donc ça représente 7800 litres de conduite sur le vélo. C'est la diapositive qui suit. Voilà, et puis là, parfait. Donc on voit là ici la répartition des personnes prenant le service. Donc on a principalement donc, le total annuel de 222 000 passages dans le service. L'année dernière on était donc à 222 000. C'est stable. On est sur un réseau qui se stabilise pour l'instant depuis l'après-Covid. Pas de progression, pas de baisse. On est sur un réseau qui se maintient. On va passer à la diapositive après. Donc ça c'est la grille tarifaire. En l'occurrence, elle n'a pas évolué donc, depuis l'origine du marché. Pas d'augmentation de tarifs, elle reste stable, donc pas de modification importante. On va avancer. Alors, du coup, les chiffres. Donc pour le coup, en termes de, on a un réel et un contractuel. Donc en vert, vous avez le côté du réel, en rouge, le côté contractuel, ce qui a été prévu. Il y a une différence de titre à l'unité. En l'occurrence, on a réévalué le ticket de ce qu'on avait prévu. Par contre, sur les autres abonnements, de manière générale, on est au-dessus des prévisions. Donc sur le carnet du voyage, sur les abonnements mensuels scolaires étudiants, sur les abonnements mensuels et droits sociaux, sur les abonnements scolaires, qui donnent toujours pareil
le fort du service, c'est-à-dire qu'on est bien adapté sur tout ce qui est réseau scolaire. Donc sur les abonnements et droits sociaux. Ensuite, on a des écarts à la baisse par rapport à les cadres de ramassage scolaire, qui sont un titre qui est aujourd'hui quasiment abandonné, qui est très peu utilisé parce que trop restrictif. Donc du coup, les gens ne le prennent pas. L'abonnement du SCR, lui, par contre, on a donc 60 abonnements, on a prévu 105. On n'est pas au chiffre parce que depuis le Covid, on a du mal à remonter sur cette tranche de population. On a attaqué très bas en 2021. Là, ça remonte, mais encore, on n'est pas au chiffre prévu. L'abonnement annuel public se stabilise, toujours assez faible. Et à côté de ça, il nous manquait l'abonnement mensuel public. Donc, on est en dessous de nos prévisions aussi. Sur le montant des recettes, on est par contre au-delà du contractuel, avec en plus l'ajout de tout ce qui est groupe, tout ce qui est panneaux publicitaires qui sont vendus à côté, les coverings qui sont faits sur les bus. Ça monte à un chiffre de 59 000 € de recettes totales globales. On va passer sur celle-ci. Vous avez donc en haut les ventes de tickets au mois. En l'occurrence, on a fait une comparaison comparative sur 2022 pour la baisse. De manière générale, on est similaire tous les mois. C'est-à-dire qu'on en a légèrement moins chaque mois. On a entré donc plus de milliards. Donc ensuite, on voit la répartition des ventes sur le graphique et donc les ventes réalisées par chaque point aujourd'hui. On va passer sur la diapositive après. Alors là, ici. Alors, ça, c'est le contrôle réalisé sur le service. Très peu, moins que l'année dernière. Très peu de qui sont trouvés avec des cartes qui ne sont pas les leurs. C'est vraiment dans la marque. On a des problématiques sur le service. Comportement de personnes qui ne payaient pas le service. Donc on va passer. De particulier sur ces faits-là. Donc ça, c'est le tableau représentant donc, les courses qui sont donc arrivées à l'heure en retard. Donc, vous avez 3/4 des services qui sont effectués à l'heure, c'est-à-dire c'est compris entre l'heure théorique et plus 4 minutes de retard. Donc ça, vous avez donc quelques services qui, notamment qui sont notifiés en avance. Ces services qui arrivent en avance, ce sont des services qui ont des temps de tampon qu'on prend pour être sûr de repartir à l'heure sur le service. Donc en fait, à partir de quand vous avez le problème, classiquement, systématiquement en avance, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir repartir bien à l'heure sur le service de la redescente pour pouvoir redescendre sur le format. Donc en fait, on les a en avance, mais on peut considérer qu'ils sont à l'heure. Donc on peut continuer. Pas d'incident particulier, de pénalité non plus, de formation de particulier, de passer le compte. Juste revenir à celle précédente. Formation personnelle, l'acte de l'analyse, on n'a pas vu. Formation communautaire, c'est un outil de mon rapport. On va faire remarque particulièrement. Donc les actions commerciales. Donc il y a une promotion qui fait toujours pour la semaine d'été, pour l'abonnement pour un couple. Le second est offert. On n'a pas eu de retour sur cette année. Pas d'abonnement qui est lié à cette opération. Sur les soldes d'été, les tickets, une fois qu'on l'a acheté, on fait le retour gratuit, on va dire.
Donc là, on constate une légère hausse de fréquentation. Par contre, sur cette période-là, sur les tickets unitaires, pour être précis. Pour la journée du transport public, c'est généralement sur un fonctionnement du mois de septembre, c'est une journée scolaire, donc il y a un fonctionnement tout à fait normal du service. Pas plus, pas moins, il y a la gratuité, mais on ne constate pas d'évolution particulière. Sur la période de Noël, donc du 2 au 24 décembre, là c'est pareil. On constate surtout une hausse de fréquentation qui est à la patinoire. C'est ce qu'on a remarqué, les années de la patinoire, on a beaucoup plus de monde qui ont le service. Pour la sensibilisation, ça passe sur la radio principalement, et sur les journaux, et notamment sur Facebook. Donc il faut passer la diapositive. Donc, par rapport socio-économiques sociaux, l'évolution éducative, on est stable, encore une fois, sur le service et la revue qui a penché sur cette année. Donc, on peut voir ici donc, sur les aspects financiers, on a un éclairage de recettes par rapport à nos dépenses qui lié au surplus de vente des titres de panneaux publicitaires sur les véhicules et sur les adhésifs, ce qui nous occasionne en fait une différence de recettes entre le prévisionnel et donc le réalisé de 859 € non réalisés. Après, pour l'affectation sur la répartition des charges fixes, donc on affecte par rapport au véhicule sur le dépôt, donc comme le 35 véhicules sur le dépôt, c'est 55e, donc soit 14,9%. C'est le taux qui est appliqué. Alors là, après, vous voyez le détail des contributions financières et des acomptes perçus sur l'année. Donc là, rien de particulier, merci. Voilà. Là, c'est pas bien de passer. Si vous avez des questions. Vous avez la parole. Pas de questions, pas de commentaires? Non, je vais le faire une. Donc déjà, vous remercie, M. Boulet, vous et vos équipes, de votre travail effectué tout au long de l'année. On voit bien qu'il y a des moments avec des travaux, tout ça. Ce qui a perturbé un petit peu la fête de l'année 2022 avec la venue du Jean Boulet. On le sait pertinemment. Voilà, du coup, ça explique une partie des retards qui sont vous avez pointé tout à l'heure dans la présentation du rapport. Simplement dire à vos équipes qu'on sait que ce n'est pas un métier qui est tous les jours peut-être facile, qu'il y a du public et que les femmes en charge. Et donc, voilà, merci pour leur engagement au service de la collectivité et du transport sur la ville de Mende. Dernier point, pour vous dire qu'on a sélectionné il y a quelques temps en arrière un bureau d'études, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est plusieurs, pour réaliser un travail d'analyse de notre transport urbain mandois à l'aune de l'échéance de la délégation de services publics qui arrive au 31 décembre 2024. Et donc on travaille d'arrache-pied. On a une première séance, c'est le 8 décembre, justement pour essayer de regarder si ce qu'on avait émis comme hypothèse, à savoir de mettre d'un côté le transport scolaire pour dédier du transport urbain avec des bus spécifiques sur le transport urbain, alors si ça peut fonctionner. Techniquement, il faut pouvoir fonctionner. Et c'est économiquement qu'il faut qu'on regarde, et économiquement, mais en même temps, en termes de fréquence de rotation, de nombre de navettes et de circuits, plutôt pour étendre, on cherche à étendre 3 ou 4 circuits, alors qu'aujourd'hui on n'en a que 2. Donc pour avoir des services qui sont peut-être plus efficients pour la population dans
la ville dans les temps à venir, sachant que tout le monde veut bien sûr faire des mobilités durables, aussi le sujet, c'est le sujet important, de pouvoir faire du transport collectif, du moins peut-être pouvoir, si on peut, utiliser la voiture. Donc un sujet très important et pour lequel on est investi. Voilà. Merci M. Bouet. Les PV des séances du 11 juillet, est-ce qu'il y a des questions sur ce du 11 juillet? Des oppositions? 1, 2, 3, 4, des abstentions. Donc il est donc adopté. Le PV du 12 septembre, est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? 1, 2, 3, 4. Des abstentions. Donc le PV est adopté. Modification des statuts de la communauté de communes. Les délégations. Communication des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçu donc un certain nombre d'arrêtés de 163, 162 autorisant la signature de leur marché de travaux de la réhabilitation du cinéma du Trianon pour la phase 2. Donc c'est avec l'entreprise Lozère Peinture pour un montant de 2 380 € et 55 centimes hors taxe. On a été 166 € pour un avenant au marché de réhabilitation et extension du cinéma du Trianon. Pour les faux plafonds, on a passé avec l'entreprise NEB pour un montant de 1 000 €. 175, donc autorisant le dépôt d'une demande de subvention prise à la région Occitanie pour l'externalisation et la gestion et l'exploitation du service de restauration collective entre la ville de CIS et l'hôpital. Donc on demande à la région Occitanie une aide de 12 591 € pour du matériel qu'on a acheté, de faire la liaison chaude. On a arrêté 177 autorisant la signature d'avenant au marché de fourniture, acquisition de bacs d'astronomes et caissons isothermes. Donc c'est toujours dans le cadre de cette reprise de cuisine centrale. Donc un avenant numéro 1 passé avec l'entreprise Bonnet, sans incidence financière, un avenant au lot numéro 2 avec l'entreprise Midi Maintenance, qui est également sans incidence financière. On a été 179 autorisé la signature avenant au marché de réhabilitation et l'extension du cinéma de Trianon. Numéro 2 du lot 6 pour doublage de cloison d'isolation passé avec l'entreprise Technique Cloison pour 4 235 € par taxe. On a arrêté 182 autorisant la signature d'un marché de travaux d'évolution d'une maison et d'extension de parking 11 rue des Carmes. Donc un avenant 1 au lot 2 voirie et réseau d'hiver à passer avec l'entreprise SCD pour 15 959 € 18 centimes. On a avenant 1 au lot 3 électricité et éclairage public à passer avec l'entreprise SAS à moins 822 € et 80 centimes et un avenant numéro 1 au lot 4 plantation à passer avec l'entreprise à l'ambition des paysages pour 8 696 € 50 centimes. En fait, on a profité de cette réhabilitation pour faire quelques réseaux sur ce parking. On lance la cité administrative vers les filières de la ville. Et puis, du coup, on a des discussions avec les riverains aussi pour mettre un peu plus de végétaux sur ce parking. On a été 183 autorisés à la signature du marché de prestation de communication avec le motoclub Lozérien pour la saison 2024, 184 avec le centre omnisport Lozère pour parler de prestation de communication toujours pour la même saison, 185 avec l'avenir foot Lozère pour une prestation de communication pour toujours la même saison, 186 avec le man de volley Lozère toujours pour la même saison, toujours pour un contrat de communication, 187 avec le rugby club Man de Lozère, prestation de communication, toujours pour la même saison, et 188 avec le Man des joueurs de club Mandal, toujours pour la même saison, et toujours pour les prestations de communication. Voilà pour les décisions prises en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Madame Hier.
Oui, monsieur le maire, je voulais intervenir au niveau des prestations de communication pour le club sportif. Vous nous avez pas indiqué les sommes. Ah, je vous le mets. Et vous nous précisez que ces prestations doivent être prises en charge par la communauté commune. Non par la commune. Non, désolé, mais c'est la communication, donc on peut le faire avec la commune. Oui. C'est le marché qui est passé avec les clubs, dont on estime déjà des résultats qui font la promotion de la ville. Quand tu vois à l'extérieur, on a fait il y a 2 jours, 3 jours, des maillots pour les petits et des écoles. Donc c'est toujours des dizaines, des centaines de gamins qui vont à l'extérieur. D'adultes, quand il s'agit de seniors, de filles, quand il s'agit de filles, qui vont faire leur promotion avec aux couleurs, et souvent les maillots aux couleurs demande de la communauté de communes. Donc le motoclub c'est 5 000 € comme l'année dernière, le centre omnisport Lozère c'est 16 000 € comme l'année dernière. L'avenir foot Lozère c'est 35 000 € comme l'année dernière, le Mans de volley c'est 75 000 € comme l'année dernière, le rugby club c'est 35 000 € comme l'année dernière et le Mans de Gévaudan club c'est 29 000 €, je crois que c'est 2 000 € de plus que l'année dernière. On peut faire en rattrapage par rapport aux autres clubs que je vous ai cités, le rugby, le volley, l'avenir foot et le... Par rapport à votre question, Pour certains, est-ce que ces fameuses prestations de communication ne dépassent pas les subventions accordées par la communauté de communes? Parce qu'au final, ça fait quand même un montant global qui est relativement élevé et on voit tous que c'est une façon détournée de subventionner parce que la communauté de communes ne le peut pas. C'est pas une façon détournée de subventionner. C'est une subvention qu'on nous propose d'attribuer aux clubs principaux qui font la promo demande quand ils vont à l'extérieur. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais je ne sais pas, vous allez en discuter ça avec les présidents de club. Mais j'en ai discuté. Il faut les rencontrer pour discuter avec eux. S'ils estiment que ce n'est pas important et s'ils estiment de ne pas faire la promotion de demande quand ils vont à l'extérieur. Alors, après, je ne suis pas certain que c'est parce que vous parlez du volet, là, j'imagine. Je ne suis pas certain que quand on cumule ce que donne la communauté de communes avec le centre de formation, avec l'aide à accorder chaque année, qu'on ne soit pas déçu. Voilà. On passe au point numéro 1 de l'ordre du jour. Une modification des statuts. Madame Zampiello. Alors, la dernière modification. Peut-être pas lire toutes les... Non, je ne continue pas la dire. Donc, la dernière modification des statuts en date actuellement en vigueur relève de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2019. Par délibération en date du 18 octobre 2023, le Conseil communautaire a procédé à la modification de ces statuts. La délibération de la communauté de communes précitée vise à ajouter les compétences suivantes. C'est l'adhésion au dispositif Pays d'art et d'histoire à l'échelle du territoire communautaire et portage de la démarche Pays d'art et d'histoire en partenariat avec l'ensemble des collectivités et du périmètre labellisé. Il est proposé d'arrêter au 1er janvier 2024 les compétences exercées par la communauté de communes de Cœur de Lozère comme suit. Donc il y a des groupes de compétences obligatoires, des groupes de compétences optionnelles et les groupes de compétences supplémentaires où c'est là qu'est ajouté donc l'adhésion au dispositif Pays d'art et d'histoire à l'échelle du territoire communautaire et portage de la démarche Pays d'art et d'histoire en partenariat avec l'ensemble des collectivités des périmètres labellisés. Il est donc proposé de déléguer à Monsieur le maire pour prendre toutes les dispositions administratives pour la mise en œuvre de cette délibération. Donc on vous propose effectivement de délibérer favorablement pour que la communauté de communautaires de Lozère puisse assumer le Pays d'art et d'histoire qui s'appelle le Niveau Saint-Gévaudan, c'est plus le nom, Elisabeth, et c'est toujours l'autre Gévaudan, même si maintenant il y a la pied. Donc il y a le Pays d'art et d'histoire, historiquement, c'était des salaires jusqu'au démarre. Oui, puis bien,
les sources du Lot, Voilà, jusqu'aux Salènes. Et puis en 2019, donc ça s'est étendu côté entier jusqu'à Port-Charès, Villefort, Saint-André-de-Capcès, voilà, à l'est. Voilà. Et alors, pourquoi on fait ça? Parce que l'État nous pousse déjà depuis bien longtemps à ce que le milieu associatif dans lequel il était, ce Pays d'Arrêt d'Histoire, c'était une association, ça soit repris en compte par une collectivité. Donc, on a discuté avec certains membres, avec toutes les communes. La seule communauté de communes qui a intégralement ce territoire dans le Pays d'Arrêt d'Histoire, c'est Cœur-de-Lozère. Le SIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et des paysages, qui est maintenant opérationnel depuis un an avec l'ouverture du musée du Gévaudan, qui est à Mans. La communauté de communes du Mont-Lozère, même si toutes les communes en adhèrent pas, elles sont peut-être en train d'adhérer. Il y en a même 3. On a posé la question au président de la communauté de communes qui ne veut pas, clairement porter. Donc nous, il nous semble important quand même de poursuivre cette aventure du Pays d'Arrêt d'Histoire, qui a tout son sens, qui rend des services dans plein de communes différentes, avec tout un tas d'animation, qui va faire de l'animation scolaire, donc qui intervient largement sur le territoire, et donc qui permet souvent dans des communes d'avoir des opérations à vocation patrimoniale et culturelle sur leur territoire que peut-être elles n'auraient pas. Donc, de ce point de vue-là, si vous en êtes d'accord, on récupérerait au sein de la communauté de communes Cœur-de-Lozère, qui n'est pas pour satisfaire complètement notre directrice générale ici à côté, qui n'est pas pour satisfaire complètement le service informatique, parce qu'il va falloir ce nouveau service. Non, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut l'assumer aussi, mais ce n'est pas forcément toujours de gaieté de cœur, parce que c'est toujours des missions nouvelles, c'est toujours des applications nouvelles. On le fait parce qu'on pense qu'il faut que le Cœur de la Lozère joue le jeu aussi pour cet ensemble du territoire. Voilà, et on le fait parce que l'État nous dit sinon. Je ne vous aiderai plus si ça reste dans la milieu associative, je ne vous donnerai plus d'argent, même si nous en donnons pas beaucoup. Alors, il y en a un petit peu plus de ce qui nous a donné ces dernières années. Voilà, mais il nous semble que c'est important sur le territoire comme la Lozère, qui a beaucoup de patrimoine, de pouvoir maintenir ce pays-là et l'histoire. Voilà. Donc, pour lequel c'est Lélie Lafont qui est la référente depuis de nombreuses années. Depuis le début. Madame Soulier, je sais que vous pouviez être passante la parole, donc je vous la laisse. Oui, parce que c'est un sujet que je connais bien, que je maîtrise bien. Donc le Pays d'Arrêt d'Histoire a été mis en place en 2003. Dès l'origine, dans la convention, il était noté que c'était porté par une association, mais que c'était provisoire et que ça devait être porté rapidement par une collectivité. Alors, vous avez précisé que certaines communes ont été agrégées, mais d'autres, en revanche, sont parties. Il n'y a pas de continuité territoriale et il n'y a plus d'unité historique et de cohérence géographique. Là, si, franchement. Et alors, dès le début, il y a eu peut-être une conduite qui n'était pas celle qui aurait été la plus opportune pour que ce territoire vive et soit pérenne dans le temps, notamment au niveau touristique. Et c'est pour ça que maintenant on se retrouve devant cette situation. Alors cette situation qui n'est pas satisfaisante, c'est un label qui a un grand intérêt, mais le fait que la communauté de communes Cœur-de-Lozère le porte, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que notamment il y a des comptes qui sont dans une situation très délicate. Au début, l'État a largement abordé le Pays d'Arrêt d'Histoire. Si. Elisabeth, je pourrais te donner les chiffres. Au début, le Pays d'Arrêt d'Histoire, tout le salaire de l'animatrice et au-delà était subventionné par la collectivité, par l'État. C'est pas ce que c'est sur la première partie de votre phrase. C'est
sur la situation financière délicate, c'est pas la réalité. Alors, situation financière, il n'y a pas d'argent de côté. Ils ne peuvent plus rééditer les brochures. Mais l'association n'est pas pour ça. Bon, en tout cas, il y avait un petit babel qui a été utilisé. Et le problème, c'est que maintenant, ce label est un label valable, mais ce label, dans la configuration actuelle, avec ce territoire qui est midé, ne représente pas un avantage pour ce territoire. Alors, on a échangé là-dessus, mais pour moi, le seul territoire qui serait valable, alors vous m'avez dit que la volonté de l'extérieur n'était pas celle-là, mais ce serait un territoire qui devrait être porté par le département parce que c'est une entité qui est cohérente historiquement et géographiquement. Donc c'est pour ça que je m'abstiendrai. Alors, juste, pas des débats, mais sur l'histoire des finances, il ne faut pas dire que la situation est catastrophique, on va pas reprendre, il ne faut pas faire peur encore une fois. On doit, la communauté de communes, on va reprendre le plateau, excusez-moi l'expression, mais pas tellement fort, c'est pas la réalité. L'État s'est désengagé, ça c'est certain, et donc il a fallu que les collectivités parlent. Et, voilà, tous les présidents qui se sont succédés, et que moi j'ai connu, le Claude Maissonnier à Ron-Écosse, puis maintenant Elisabeth Ménézéna, ils ont veillé à l'équilibre budgétaire. Donc en appelant auprès des collectivités locales, des communes, l'argent qui était nécessaire pour équilibrer le budget, en fonction de ce que voulait bien donner l'État. Voilà, une association, vous le savez aussi bien que moi, elle n'est pas là pour faire du bénéfice et faire de la valeur. C'est mieux, c'est la même petite réserve, je suis d'accord avec vous, mais on n'est pas là pour. Et on n'est pas là non plus pour revendre quelque chose qui est plus du tout. Qui ne serait pas du tout en forme financièrement. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Premièrement. Et deuxièmement, vous me dites que la cohérence serait plus départementale. Moi, je vous réponds qu'il peut le plus, peut le moins. Si la cohérence départementale, vous le savez, je ne vois pas pourquoi une cohérence beaucoup plus locale n'irait pas dans le sens aussi d'un patrimoine qui serait préservé à l'échelle du Haut-Lot, même s'il n'y a pas Chara, et de la vallée de l'Entier, même s'il manque 2 ou 3 communes. Il manque pas bien aussi. Non, le Goulet-Moloselle qui sont dedans. D'accord. Alors s'ils arrivent à la sortir, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est le deuxième. Donc je suis particulièrement surpris quand même de votre position, parce que vous qui avez fait du patrimoine, quand même, une bonne partie de votre... Et j'étais à l'origine du projet, donc c'est pour ça que je le maîtrise et que... C'est pour ça que c'est quand même surprenant que vous ne soyez pas, au contraire, aux côtés de cette structure. Je crois que vous avez proposé votre démission. Oui, j'ai proposé ma démission. Vous ne soyez pas aux côtés de cette structure, pour au contraire l'accompagner et voir peut-être la développer, puisqu'elle a été développée ces dernières années aussi, sur la vallée de l'Entier. Il y a moins d'habitants que ce qu'il y avait au début, moins d'adhérents. En nombre d'habitants. Ben, on a perdu Chanac. Oui, mais on a gagné tout l'autre côté. Il y a 5000 habitants de l'autre côté au Chanac qui sont nombreux. Non, mais on a perdu aussi d'autres. Non, il y a plus d'habitants au Chanac. Si, il y a plus d'habitants. Forcément. Et il y a continuité territoriale au Salem, je ne sais pas bien ici. Tout le Haut-Lot et l'Entier. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Portal? Non, simplement, pour être cohérent avec mon vote au conseil communautaire, je vais donc voter favorablement, différemment d'Emmanuel, mais je le fais aussi surtout pour, comme je l'avais précisé, pour faire vivre notre liberté démocratique, même au sein de notre groupe minoritaire. C'est noté. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Oui. Enfin, je suis en stand-by. Des oppositions, sous réserve des 3 élus de la majorité qui prennent notre part. Des abstentions. 2 abstentions. Non, puisque Vous prenez ma parole. je suis entre les deux. J'ai demandé la démission, mais elle n'a pas encore été acceptée. Donc les autres sont favorables. Le point numéro 2, donc
sud du domaine public situé rue Binsbel à Denain de sa propriété. Le titre délaissé était classé dans un domaine public communal et il n'a pas été désaffecté ou déclassé avant la cession. Il est proposé aujourd'hui que le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L21-29, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l'article L2111-1 et L2141-1, considérant que le DDC est ni affecté à un service public ni affecté à l'usage direct du public, considérant l'intérêt manifesté par M. Michel pour accueillir le dit délaissé, après réalisation d'un document d'arpentage matérialisant l'emprise cessible par le cabinet Page et associé géomètre expert, de constater la désaffectation de la parcelle de Marcoux de 780 m² et de prononcer le déplacement de la dite parcelle pour l'incorporation du domaine privé de la commune. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point suivant concerne aussi nos votes. Madame Chaval, Monsieur Chaval et Madame Robin. Madame Pauli. Monsieur Chaval et Madame Robin ont demandé l'acquisition d'un GSC situé rue du Possel pour étendre l'emprise de la propriété. Par délibération du 12 septembre 2023, la commune a désaffecté et déplacé du domaine public la parcelle 6 rue du Possel pour 23 m² afin de permettre la cession, nouvellement cadastrée à W400. Après la réalisation du document d'appointage par la SARL du Poissonnage et Florent Mabuffat, géomètre expert matérialisant l'emprise exacte cédée et conformément à l'estimation du code de la personne humaine, il est aujourd'hui proposé de céder à M. Chaval et à Mme Robert la parcelle suivante, à lui de 423 m², 690 euros. Nous connaissons l'attente de la parcelle ci-dessous désignée par la commune de Monde à M. Chaval et Mme Robert, près de bornage et de Tardier, à la charge de ces derniers, d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente et à intervenir à l'office notarial de mettre en œuvre Valérie Darmon et Bertrand Foutier de faire en œuvre. Merci, Madame Pauli. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Portal. Simplement une précision. J'ai vu sur le schéma qu'il y avait un local technique. Vous allez le supprimer ou le déplacer? Ça doit être un transfo, non? Oui, mais là, il est sur la parcelle. Vous vendez. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va poser un problème si ce local technique, c'est un transformateur EDF. C'est pas un transfo EDF. Je crois que c'est un local technique qui avait été créé par Polygon, me semble-t-il. Ça ne posait pas de problème. Ça ne pose pas de problème? Non, c'est bon. Ok. Des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 4, c'est l'inscription et destination de coupe de bois sur la forêt de Mende. Alors, Créolière. Inscription et destination de coupe de bois sur la forêt communale de la commune de Mende. Par courrier reçu à mairie le 10 octobre 2023, l'agence territoriale de la Lozère de l'ONF nous faisait connaître leur proposition d'inscription de coupe à l'état d'assiette au titre de l'année 2024. Il appartient au conseil municipal de la commune de Mende de se prononcer sur la destination et le mode de vente de chacune des coupes proposées ci-dessous. Je vous passe les détails du tableau. Donc les propositions de coupe reportées, il y en a point. Donc il est proposé d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2024 présentées, de demander à l'ONF de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites en 2024 à l'état d'assiette présenté, et pour les coupes inscrites, de préciser tel que ci-dessous la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode de commercialisation. Donc il n'y a aucune coupe à reporter ou à supprimer. Les coupes seront en vente pour les 3 sections. L'information sur le régime fiscal de la collectivité pour 2024, en ce qui concerne le régime fiscal des ventes de bois au regard de la TVA, la mairie de Mende a opté pour le régime du remboursement forfaitaire. Et ainsi donne pouvoir à M. le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente en lien avec l'ONF. Merci, Madame Créolière. Est-ce que vous avez des questions?
Des oppositions, des abstentions. C'est adopté. Le point numéro 5, attribution des subventions au comité des fêtes. Monsieur Dalle. La ville demande à la volonté de poursuivre son aide auprès des associations locales participant au dynamisme de la ville. Participant au rayonnement de la ville lors des grandes fêtes de membres, le comité des fêtes de la ville sollicite une aide financière de la collectivité suite à l'organisation du concours de pétanque. Il est donc proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement à l'association du comité des fêtes de la ville de Mende d'un montant de 1 000 €, d'inscrire les crédits budgétaires à la prochaine décision modificative. Merci, monsieur Dalle. Est-ce que vous avez des questions? Donc, traditionnellement, la ville octroyée pour la fête de Mende de subvention qui était de 1 500 €, je crois. L'année dernière, on ne l'a pas attribué. Les années précédentes, on l'a attribué au Mende Général Club pétanque, c'est eux qui ont organisé. Donc, je vous propose de reprendre cette tradition pour aider le comité des fêtes à organiser ce concours lors des fêtes de la ville. Donc, des oppositions, des abstentions, adopté. Le point numéro 6 sur la convention de financement dans le cadre du fonds d'innovation pédagogique. Dans le cadre de la démarche, notre école faisant l'ensemble lancé par le Conseil national de refondation, CNR, une vaste concertation était ouverte sur tout le territoire français, associant les équipes pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées, avec perspective la liberté d'innovation des équipes portées par une dynamique collective. Les écoles suivantes ont donc candidaté, ont été retenues par la commission académique pour un financement via les fonds d'innovation pédagogique. L'enveloppe totale est de 39 000 € et est répartie comme suit. L'école Gérard Pons, 16 000 €, l'école des Terres Bleues, 11 800 € et l'école Simone Veil, 11 200 €. Les modalités d'exécution de ces dépenses dans ce cadre prévoient qu'une convention soit établie entre l'autorité académique et la commune, parce que c'est la commune qui porte les investissements. Et il est donc proposé d'autoriser M. le maire à signer la cette convention, d'autoriser M. le maire à effectuer l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci, Mme Morin. Peut-être préciser que on a travaillé depuis le début du mois de septembre donc, avec les équipes de la ville pour voir concrètement ce qu'on faisait dans chaque école avec ces budgets qui atterriront dans la caisse de la commune et qui devront être dépensés en fonction de ce qui a été décidé en concertation entre l'école, les enfants, les parents d'élèves, les inscrits et la mairie, bien sûr, pour que ce soit réaliste et réalisable. C'est ça? C'est exactement ça. On a organisé des réunions par école avec des différents par école. C'est Galia qui participe sur l'école Gérard Pons et sur l'école Simone Veil. Et moi sur les termes avec Valérie, parce qu'il y a aussi d'autres projets qui sont ici en cours. On essaie aussi de faire du lien entre chaque projet et ces réunions-là, on les a fait effectivement avec les équipes pédagogiques, les parents d'élèves. Parfois il y a des enfants et les services de la collectivité qu'on soit vraiment dans le concret et dans la pédagogie. Ok. D'autres questions, des commentaires? Non? Des oppositions, des abstentions? Soit adopté. Relèvement du forfait versé aux écoles privées, Mme Bourgade. Oui, en novembre 2017, le conseil municipal avait arrêté le montant des forfaits versés aux écoles privées sous contrat, qui est au 1er septembre 2017 et à hauteur de 137 € pour les écoles maternelles et pour les écoles primaires. Ce forfait n'a depuis pas été renouvelé. Donc aujourd'hui, il est proposé d'actualiser le forfait avec effet rétroactif au 1er septembre 2023, compte tenu compte de la réalité des charges et de nos obligations réglementaires. Donc ce nouveau forfait s'établira à hauteur de 942 €, qui soit pour les maternelles ou les primaires des écoles sous contrat de la ville. Merci Mme Bourgade. Est-ce que vous avez besoin de plus de parole? Mme Meillard, Mme Jacques, Mme Meillard. La main encore. Sur la commune, donc, il y a à peu près 469 élèves dans les écoles
privées maternelles et primaires. Pouvez-vous me confirmer si c'est bien la date du 1er septembre? Voilà. Et pourquoi une telle augmentation 105 €. Et également, pardon, savoir qui c'est qui a bénéficié exactement de ces forfaits. Mais moi, c'était juste une question, savoir à quoi ça correspond, si c'est la dotation annuelle. Je suis un peu perdue dans ce forfait. Oui, la dotation annuelle, ça correspond. Donc, toutes les écoles n'ont pas le même forfait, si j'ai bien compris, parce qu'il n'y a pas le même nombre d'élèves dans chaque école. Donc, si, c'est un élève. Ah, voilà, c'est ce que je comprenais pas. Voilà, merci. Donc, ça c'est clair maintenant, c'est le forfait annuel par élève. Alors après, on prend bien sûr les élèves de la commune de Mende, les élèves des communes aux alentours qui nous payent le forfait scolaire, parce que toutes les communes ne payent pas le forfait scolaire. Et donc, nous, on le reverse aux écoles privées, aux 3 écoles privées. Alors, comment il est calculé? C'est un calcul qui est réglementé, hein, dans le sens où on doit mettre toutes les charges de fonctionnement des écoles, de chacune de nos écoles publiques, et on doit mettre le personnel qu'on met à disposition pendant le temps scolaire. Donc il y a un savant calcul qu'on suit. Alors pourquoi on ne l'a pas réévalué depuis 2017? Parce que depuis 2017 jusqu'à 2020, inflation quasi zéro, donc il n'y avait pas d'évolution du forfait scolaire. Et ensuite, en 2020-2021, donc, on n'a pas forcément réévalué ce forfait scolaire, on l'a réévalué maintenant. Du coup, on l'a recalculé maintenant. Du coup, ça fait quand même, en fonction de l'inflation, l'électricité, etc., toutes les charges, le personnel, parce qu'on a renforcé notre nombre d'agents de la collectivité, notre nombre d'heures au total d'intervention de nos personnels. Et donc, ça fait évoluer de manière assez sensible. Et la facture pour la ville, c'est 45 000 € supplémentaires. Donc, on sera au-delà des 400 millions, je pense, sur l'année de forfait scolaire versé par le budget principal de la ville aux écoles privées sous contrat. Je peux dire aussi que c'est une moyenne du coût d'élèves des établissements publics. En fait, on prend toutes les écoles, on fait le calcul de la charge par école. Donc maternelle, c'est toujours plus élevé qu'en primaire, puisqu'en maternelle, on met des absents en classe. En primaire, il n'y a plus de personnes en classe. Et donc, on fait une moyenne et on paye la moyenne. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté. Le point numéro 8, l'approbation de la commission pour les visites à la cathédrale. La cathédrale demande certainement le monument historique le plus visité de la ville, afin de renforcer son attractivité et permettre une meilleure découverte de cet édifice culturel. La ville de Mende s'est associée à la paroisse Saint-Privat de Mende et l'Office de tourisme intercommunal afin d'organiser des visites. La convention ci-jointe fixe donc les modalités d'organisation des visites ainsi que les conditions financières. Il est donc proposé d'accepter les conditions de la convention jointe en annexe, d'autoriser le maire, monsieur le maire, à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution. Merci Madame Elisabeth. Est-ce que vous avez des questions à nous souligner? Donc la question, c'est est-ce que les bâtiments de France ont copie de cette convention? Est-ce qu'ils auront copie de la convention? On peut la transmettre sans aucun problème. Je vois, pour aller plus loin, il est question que les bâtiments de France demandent à toutes les collectivités de France une convention pour la surveillance des églises d'État. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais ça le serait tardé. C'est suite au problème qu'il y a eu à la visite cathédrale de Notre-Dame de Paris,
où il faut renforcer la surveillance et où ils envisagent de demander à ce qu'il y ait un personnel en permanence du moment où l'édifice est ouvert jusqu'au moment où il est fermé. Donc, ce n'est pas les affectataires des édifices qui vont pouvoir financer, donc ils pensent se retourner vers les collectivités. Alors nous, c'est dû à la particularité que c'est une cathédrale qui est à la fois église paroissiale. Et en fait, c'est ce que Mme Bourrel, c'est notre sujet. Là, on est dans le cadre de la vocation de visite, tourisme et ouverture pendant l'été, puisque ça dure 2 mois, et donc, en fait, on rémunère directement le personnel de la paroisse, on contribue à rémunérer ce personnel de la paroisse. Parce que la cathédrale est un élément d'attractivité aussi sur notre territoire de visite. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions par rapport au temps des attributions d'une subvention d'équipement à l'association Civile Saint-Paul dans François de Manger, 3 jours? Par courrier du 10 août 2023, l'association Saint-Vincent-de-Paul sollicite le soutien financier de la ville en vue de l'acquisition et de l'aménagement d'un local destiné à l'accueil des bénéficiaires et des bénévoles des ateliers réactivité. Depuis 2019, l'association propose une boutique éphémère à la période de Noël. Devant le succès rencontré de cette boutique, l'idée d'une boutique permanente a pris corps. De ce fait, elle demande met à disposition locale avant sa destruction jusqu'au 31 décembre 2023. Aujourd'hui, l'association a l'opportunité d'acquérir un local adapté. Les travaux seront nécessaires à l'accueil, à la sécurité des bénéficiaires et des bénéficiaires. Le montant du projet est estimé à 190 000 €. La subvention d'équipement sollicitée est de 30%, soit 57 000 €. Vu l'intérêt social de cet investissement permettant la création d'une boutique atelier, vu le montant global de cet investissement, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'équipement à l'association Saint-Paul pour 57 000 € et d'inscrire le budget et les crédits budgétaires à la prochaine décision modificative. Merci Madame Françoise Martin-Franjon. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est l'association Saint-Vincent-de-Paul qui veut acquérir un bâtiment pour faire une boutique. Et donc on vous propose d'accompagner cet investissement. Est-ce qu'il y a des questions, M. Abel? Oui, mesdames et messieurs, tout ce qui va dans le sens d'un soutien aux associations caritatives, c'est plutôt une bonne chose pour notre ville, et je pense que là-dessus, il y aura une unanimité entre nous. Bon, effectivement, la subvention qui est demandée aujourd'hui est particulièrement importante. 57 000 € pour une association qui compte à peu près 2 salariés, sauf erreur de ma part. C'est quelque chose, c'est un montant assez exceptionnel. Néanmoins, c'est une bonne chose parce que ça participe au lien social dans notre ville et on ne peut qu'approuver ce genre de proposition. En revanche, M. Verdon, en revanche, nous espérons, nous serons attentifs et surtout nous serons vigilants sur le fait que le traitement qui est réservé à cette association caritative sera exactement le même traitement qui sera apporté aux autres associations caritatives de notre ville. Je veux dire par là que si une association caritative a besoin d'un soutien financier, parce que vous savez qu'il y a des associations de compris nationales qui sont en difficulté, si une association a un projet immobilier, enfin je veux dire un projet de changement local, nous espérons, nous serons vigilants sur le fait qu'elles seront traitées exactement de la même manière que l'association Saint-Vincent-de-Paul. C'est la seule réserve qu'on émet sur ce point-là, mais sinon sur le reste, on approuve la subvention. Monsieur Abed, on vous a pas attendu pour essayer de faire de l'équité entre toutes nos associations caritatives. On le fait depuis longtemps, on va continuer à le faire dans les temps à venir. Alors là, on est sur un montant important parce que c'est une subvention rajoute, je précise ou j'insiste, d'investissement. On n'est pas sur du fonctionnement associatif. C'est normal que pour acheter les locaux et les réhabiliter, parce qu'il y a la réhabilitation, il y a des travaux lourds d'ailleurs, de réhabilitation, et que le montant soit important, mais c'est indiqué dans la DI, c'est une subvention exceptionnelle, parce que c'est l'investissement.
Des oppositions, des abstentions. Emmanuel est sorti parce que je fais partie de l'association. Donc c'est l'unanimité. Au point numéro 10, attribution d'une subvention d'équipement à l'Office de commerce dans le cadre de l'opération Wattens. Monsieur Alecom. Dans un contexte économique difficile en zone d'adaptation, l'Office de tourisme intercommunal de Mende, l'Office de commerce, la communauté de communes de Cœur-Lozère et la ville de Mende se sont associés pour financer l'opération Wattens. Une des illustrations de ce dispositif réside dans l'octroi de chèques à l'auteur sous certaines conditions. Ainsi, après avoir effectué des achats dans les boutiques mandoises et sur le territoire de la communauté de communes, hors super et hypermarché, il suffit pour le bénéficiaire de se rendre à l'office de commerce afin de profiter des chèques à l'auteur à utiliser sur la même zone pour une période déterminée. Attendu que l'attribution de subventions communautaires à hauteur de 27 500 € permettra à l'association Office de commerce Cœur-Lozère de soutenir les commerçants, compte tenu de la volonté de la ville de Mende de s'inscrire pleinement dans cette démarche partenariale, vu le montant global de cet investissement, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'équipement à l'association Office de commerce Cœur-Lozère à hauteur de 27 500 €, d'inscrire les crédits nécessaires au budget et d'autoriser M. le maire à accomplir l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces relatives à cette décision. Merci M. Combe. Donc c'est une opération qu'on conduit. Est-ce que vous avez des demandes de prise de parole? Mme Jacques, Mme Souvire. C'est Mme Jacques qui a donné la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous nous parlez du contexte économique difficile de ce moment. Nous en sommes conscients. Pour cela, vous nous proposez la même opération depuis plusieurs années à l'automne. L'été, les animations sont surtout ciblées sur Mende-Plage. Nous avons tous constaté la fermeture de plusieurs commerces en centre-ville. D'autres vont suivre bientôt. Ne nous dites pas que nous sommes pessimistes. Nous faisons nos courses à Mende et nous échangeons avec les commerçants. D'autres commerçants font de gros efforts pour améliorer et dynamiser le centre-ville. Par ailleurs, vous avez reçu des courriers concernant un problème d'occupation du sol. Votre réponse en date du 25 septembre est surprenante. Vous conseillez à ce commerçant de prendre contact avec son voisin pour connaître sa position. Ce commerçant a pourtant fait de ce quartier un endroit très agréable qui se développe. Pourquoi l'empêcher de continuer ce qu'il a mis en place et qui fonctionne très bien? Une tonnelle et des vélos peuvent très bien cohabiter. Pourquoi permettre à certains ce que vous refusez à d'autres? Une belle terrasse avec une tonnelle est bien plus agréable qu'une place vide. Une dernière question. Votre opération commerciale Oiselle, je ne sais pas comment vous dites ça, pourquoi Oiselle? Pourquoi cette obsession de l'anglais dans cette appellation? Défendez la langue française, monsieur le maire. Il faut que vous preniez comme modèle la pub de Georges Clooney. Il y a certainement mieux à faire dans notre vie. Je vais répéter à peu près ce que j'avais dit moi au conseil communautaire, c'est-à-dire si au sortir du Covid, ce genre d'opération pouvait créer de la trésorerie. Depuis, elles sont renouvelées, comme l'a dit Madame Jacques, régulièrement, sans apporter beaucoup de bénéfices sur le territoire. On a vu aussi la fermeture des commerces. C'est en plus assez gênant pour certains commerçants, parce que ça génère quand même des frais particuliers. Il y a une commission qui est perçue par l'Office de tourisme, entre 5 pour les adhérents et 10% pour les non-adhérents. Et je pense que la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est vraiment ailleurs. La solution, elle est dans la dynamisation du centre-ville, dans l'animation, elle est dans le stationnement et elle est dans il y a une paupérisation du centre-ville que tout le monde peut remarquer. Et puis, Wattens, puisqu'il faut... Quoi d'autre donc? Quoi d'autre? Je pense que vous n'avez pas non plus le droit de parler là parce que vous faites partie du conseil d'administration de l'Office de commerce. Donc les cœurs répondants, on va Je crois qu'on en fait partie aussi. Je peux répondre à la question.
a une tonnelle qui est au droit de notre commerce, de notre façade, il le sait, c'est pas la peine, je vais l'expliquer, je ne sais pas combien de fois. Il a l'obligation de demander si ça gêne le vis-à-vis des autres commerçants, des autres façades. Donc a priori, ça gêne le vis-à-vis des autres façades. Le compromis que j'ai trouvé, j'entends que vous vouliez le défendre. Moi je défends tout le monde. Je le défends lui particulièrement depuis qu'il est installé, parce que je pense que la ville a fait quand même pas mal de choses pour son intérêt. Et on est resté à l'écoute. Si aujourd'hui on est en train de reprendre 400 mètres carrés de pavé sur la place Estoupe et la rue de la République, c'est bien parce que lui m'a alerté, et donc je tiens compte aussi de ça. Pour revenir à cette histoire de tonnerre, j'ai trouvé le compromis de lui demander d'enlever celle-là, de lui laisser sa principale face à l'entrée de son commerce avec ses petits fauteuils, tout ça qui est très bien. Franchement, je partage tout à fait votre avis sur le fait qu'il participe à dynamiser ce point de commerce. Et donc je pense qu'il conforme son intérêt personnel. Je comprends que ça l'embête de démonter une tonnerre, de pouvoir la remonter au printemps, mais je lui en ai au contraire. Je pense que je lui ai permis de s'installer sur cette place aussi, alors que j'aurais pu maintenir qu'à la première place. Et je ne pense pas faire un cas particulier avec lui, parce que je ne vais pas prendre d'exemple, mais il y en a d'autres que j'ai fait démonter des terrasses, et que j'ai fait démonter durablement, qui étaient installés quasiment en dur, et qui ont été enlevés des boulevards. Il y en a d'autres sur la place de 25 qui aussi, chaque automne, enlèvent pour remettre au printemps. Il n'est pas le seul. Il faut qu'il regarde. Moi, j'essaie en tous les cas de regarder l'intérêt général de tous les pays. Et je n'ai pas de raison de lui en vouloir à lui plus qu'à un autre, comme je n'ai pas de raison non plus de favoriser un plus qu'un autre. On essaye avec les équipes, les services qui ont passé cette année beaucoup de temps. Il m'a fallu en arriver jusqu'à lui dire que si il n'enlevait pas, comme c'était convenu dans la convention, je serais obligé de le faire enlever à ses frais. Il en a convenu ce matin même. Voilà. Il faut, dans la vie, il y a souvent des compromis à trouver, donc c'est ce que j'essaie de faire. Je ne vais pas parler sur la thèse, mais je vais parler sur le commerce. Quand vous dites les uns et les autres, pas vous, il y en a d'autres à l'extérieur aussi qui a des commerces qui ferment, vous avez tout à fait le droit de le dire. Mais vous avez le droit de dire aussi ce qui est réouvre. Ou ceux qui sont repris. Vous avez le droit, le devoir même de faire ça. Quand le casino de la rue d'Angirand est repris par les établissements Magne, alors qu'il était en, je ne vais pas utiliser de terme, mais fonctionnait quand même très difficilement depuis quelques années, je pense que c'est un signal positif pour le centre-ville. Quand on a des Normands qui viennent reprendre dans ma presse, toujours dans la rue d'Angirand, non mais oui, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent investir sur le territoire, et pas quand même. Et pas quand même. Donc, vous avez le droit de pointer ce qui ne va pas, mais je vous en conjure, vous avez le droit aussi de dire quand ça va bien, parce que chaque fois que vous pointez quelque chose qui est négatif et que vous faites pointer des choses qui sont négatives sur le centre-ville, vous participez à détruire le centre-ville. Vous participez à détruire le centre-ville. Même si vous y faites vos courses, vous, tous les jours. Mais voilà, on doit avoir un discours cohérent, équitable, responsable. Et sur l'histoire du stationnement, on a changé complètement le stationnement, particulièrement celui du centre-ville, en 2019. Si vous voulez, je vous refais l'histoire. Moi, depuis 2019, je n'ai plus entendu un mandat qui est venu me dire que le centre-ville, il ne savait pas si c'était payant, pas plus de demi-heure, pas de demi-heure, avec un ticket, sans ticket. Le stationnement, il marche bien. C'est le nombre de places qui pose question. Le stationnement, il marche bien. On a ouvert 2 parkings supplémentaires cette année. On a ouvert 2 parkings supplémentaires cette année. En achetant, en faisant des échanges avec le Provençal, là-bas au point de la plage. On a permis pendant quelques temps, le temps qu'on fasse le projet, qu'on trouve les sous et qu'on puisse faire le vrai parc de de Pierre Couder, comme j'entends le faire, avec mon équipe, on a ouvert le parking. Il y a des places de parking. Il y a des places de parking. Il y a des places de parking. Et donc,
Ce qu'on a fait en 2019, c'est qu'on a permis une plus grande rotation des véhicules. Et ça, c'est très important pour le centre-ville. Je suis extrêmement vigilant. Je suis extrêmement vigilant à ce que certains parkings qui sont gratuits ne soient pas utilisés comme des stationnements permanents ou des garages permanents. Et j'envoie régulièrement la police municipale faire des rondes et surveiller les voitures qui sont là depuis plusieurs semaines, voire plus, pour aller voir les propriétaires et leur dire votre voiture, elle ne doit pas rester là, elle doit être évacuée. Donc je pense que les choses sont faites de ce point de vue-là. Et je vous laisse répondre à Mme Bourgade sur votre thèse. Monsieur le maire, il y a une phrase qui m'a profondément choqué parce que vous l'avez dit dans séance publique en disant que les élus de l'opposition participaient à la destruction du commerce du centre-ville par leur critique. Ça, c'est intolérable dans ton partenaire. C'est intolérable dans ton partenaire. Vous ne voulez pas une opposition. C'est ce que vient de dire. Non, attendez. Vous nous attaquez frontalement en séance publique. Non, monsieur Abel, je ne vous ai pas coupé la parole. Non, mais moi je vous la retire. Je ne vous ai pas coupé la parole. Mais moi je vous la retire. C'est des propos inadmissibles d'un maire. Moi je vous retire la parole. C'est des propos inadmissibles d'un maire. Monsieur Abel, je vous retire la parole. Ok? C'est pas inadmissible. C'est inadmissible ce que vous dites. C'est pas inadmissible. C'est le propos de Mme Michel Jacques qui stigmatise les fermetures. Ok? D'ailleurs, certains ont déjà rouvert, je ne l'ai pas dit. Mais dans la rue de la République, c'est en train de rouvrir. Donc il faut pointer du doigt ce qui ne va pas, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi. Et vous avez une responsabilité de ce point de vue-là. Aussi, comme nous. Oui, effectivement, ça fait partie de la deuxième question de votre groupe. Effectivement, dans la rue de la République, il y a 2 commerces qui ont été ouverts. Et il y en a un autre qui va réouvrir dans la rue droite. Donc il y a des commerces qui ferment, il y a des commerces qui réouvrent, il y a toujours un équilibre entre les deux. Concernant Wattels, personnellement, le gadget à 60 000 €, c'est quand même un gadget intéressant qui va drainer au centre-ville des acheteurs, qui va les drainer dans les petits commerces, dans tous les petits commerces, qui soient sur Mende, qui soient sur la communauté de communes, et qui vont bénéficier aux commerçants et à ceux qui vont faire des achats pour pouvoir réinjecter dans le commerce local. Donc je ne pense pas que ce soit une mesure gadget à ce niveau-là. Ensuite, quand vous dites qu'est-ce qu'on met en œuvre comme mesure, il y a également tout ce qui a été fait en cours d'année, à savoir l'opération Mon centre-ville en incluant le commerce, avec l'aide aux porteurs de projets pour l'installation, qu'elles soient des aides communales, intercommunales ou même de privés comme les banques ou les assurances. Donc ça participe aussi à l'attractivité du centre-ville. Ma boutique à lycée, qui permet à tout un chacun qui a envie de faire du commerce de pouvoir ouvrir une boutique à moindre. Et je pense que c'est également l'attractivité du centre-ville qui bénéficiera après la reprise des pavés où ce sera plus facile de circuler pour tout le monde. Et je pense qu'on ne peut pas appeler ça mesure gadget. C'est très restrictif. Donc voilà pour moi la réponse que je peux vous faire sur cette question qui est venue dans l'ordre du jour D'autres demandes de prise de parole, des oppositions, 1, 2, 3, des abstentions. Vous êtes favorable. Oui. Le point numéro 11, adoption de la thématique 2024 du budget participatif. Monsieur Vincent-Martin. La démocratie participative est aujourd'hui un outil incontournable de gouvernance de territoire. Elle vise au partage d'informations, à la transparence, à la mise en cause des expertises d'usage, des attaques et des habitants. Dans ce cadre, par volonté de proximité, la ville a mis en place plusieurs villes destinées à l'ensemble des Mandoises et des Mandois. Visite des quartiers, réunions publiques, concertation, qui contribuent à développer la citoyenneté active comme à améliorer la compréhension et l'efficacité des politiques publiques. À cet effet, par l'élévation en date du 16 septembre 2021
procéder à la mise en place du budget participatif annuel et à trouver son règlement afférent. Les deux premières éditions ont rencontré un vrai succès. La première édition en 2022 avec la thématique Vivre essentiel avec le Tour de France aura eu 6 projets déclarés lauréats pour un montant total de 28 000 euros. Ces projets d'initiative citoyenne ont accompagné la collectivité dans la fête du Tour de France sur son territoire avec l'arrivée d'une étape autour du Tour Amade entre le 15 juillet 2022. La thématique de la seconde édition en 2023, économisons nos ressources en eau et énergie, vise à répondre à un contexte environnemental préoccupant et une conjoncture économique plus difficile. Cette thématique a aussi pour objet une prise de conscience accrue de la part des citoyens sur l'utilisation des ressources. 4 projets ont été lauréats pour un montant total de 21 229 euros. L'année 2024 verra la France, et particulièrement Paris, accueillir les Jeux Olympiques. 100 ans après le dernier accueil sur son territoire. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représenteront la 3e édition sur le sol français, après des éditions en 1900 et en 1924. En un siècle, les épreuves et les conditions ont ainsi énormément évolué. L'été prochain, 10 500 athlètes sont attendus, avec autant d'hommes que de femmes. À titre de comparaison, l'édition de 1924 était constituée de seulement 3 089 athlètes, 135 femmes et 2 954 hommes. La tenue des Jeux Olympiques à Paris est ainsi l'occasion pour les citoyens mondois de marquer cet événement de leur avenir, à l'instar du Tour de France il y a 2 ans. En conséquence, la thématique retenue pour les initiatives citoyennes prévues au titre de la présente déclaration pour l'exercice 2024 est la suivante: faites briller la flamme pour les Jeux Olympiques 2024. Il est proposé d'approuver la thématique 2024 du budget participatif annuel tel que présenté ci-dessus. Autoriser M. le maire à effectuer l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci M. Martin. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Madame Hier. Comme vous l'évoquez, ce budget participatif a un coût financier malgré tout important et nous ne devons pas l'oublier. Comme déjà évoqué en conseil municipal, pour le vote de l'adoption de la thématique du budget participatif, je réitère que celle-ci doit être proposée au vote de la population sous forme d'un questionnaire d'enquête, afin de connaître le point de vue des mandats pour proposer un thème cohérent. Pourquoi le thème n'est pas cohérent? Non. En 2024? Celui de oui, avant, mais pas celui-ci. Ah ouais. Et pas les Jeux Olympiques en 2024. Monsieur Brégier. Monsieur le maire, chers collègues, concernant donc le fait de la proposition de cette année au terme de la flamme, ne pose pas de problème en soi. Par contre, comme chaque année, donc on a eu l'édition, la première édition, on l'avait dit, 2021 de 28 000 euros, où nous n'avons pas été consultés en tant que membres de l'opposition. On n'a été ni informés ni consultés des projets qui ont pu émaner. On ne les retrouve à aucun endroit, que ce soit sur le site de la mairie, où on aurait pu suivre un petit peu les propositions qui avaient pu émaner des Mandois. Idem pour l'édition 2023, donc 21 000 euros, toujours pareil, on n'a pas de retour, on n'a pas été consulté et informé sur ces projets, on n'en a pas débattu au sein de cet hémicycle, mais non, on n'a pas eu les porteurs de projets, ils ne nous ont pas expliqué leur projet, on a juste validé l'enveloppe attribuée sans avoir été informé ou consulté par avant. Donc pour quelque chose qui se dit de la démocratie participative, je dirais plutôt qu'elle est sélective, parce qu'on n'est pas informé, on n'est pas consulté. Donc ça c'est un premier point qui est un petit peu dommage. Ensuite, je pense qu'il y a des axes d'amélioration pour ces thèmes et de la manière dont elles peuvent être visibles à l'extérieur du conseil municipal ou de ceux que vous allez consulter. Vous pouvez par exemple vous servir du site internet de la ville avec projet participatif où là, chaque mandat peut apporter sa pierre à l'édifice et proposer un projet qui, par la suite, peut être voté pas par nous, mais par les mandats directement sur le site, histoire de ressortir un peu l'essence même de ce que veulent les gens. Voilà, ça c'est une axe d'amélioration que nous on peut vous proposer pour la suite, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a aucune transparence là-dessus, on ne connaît pas les porteurs de projets, on n'a pas les sommes. Aujourd'hui, on en débat. Je
je ne peux pas vous laisser dire. En tout cas, aujourd'hui, sur le site de la mairie, on ne trouve rien concernant. Je ne peux pas au conseil municipal. Bien sûr. Vous pouvez me laisser finir, après vous aurez tout le loisir de me répondre. Donc, un peu plus de transparence là-dessus. C'est pour ça que l'on demande, et on votera contre d'ailleurs cette mesure, parce que malheureusement pour nous, c'est pas assez clair, on ne sait pas, et on ne participe pas à quelque chose qui est dit démocratique. C'est un petit peu dommage de se priver d'une partie de la population finalement pour étudier ces projets et pourquoi pas les améliorer. Vous êtes parfaitement informé puisqu'on est obligé de délibérer sur qui reçoit les subventions et dans quelle thématique et dans quel domaine. Et je pense que vous recevez une information qui est complète sur le sujet. Donc, une fois terminé. Non, une fois validé. Je rappelle qu'on a un comité de sélection qui est composé aussi de gens de la société civile. Ce n'est pas que les élus de la ville, il y a des gens de la société civile qui participent à cette consultation. Je rappelle qu'en matière de démocratie participative, sur MAN, il faut toujours le faire, il faut toujours essayer de progresser, il faut toujours essayer de faire de plus. Mais on fait pas mal, parce que chaque année, on fait une douzaine de visites de quartier, chaque année. On a un conseil de quartier. On va sur le terrain régulièrement, on a un budget participatif, donc tout ça va bien dans le sens d'une prise en compte de faire vivre cette démocratie au plus près du terrain et du territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? 1, 2, 3, 4, des abstentions? 1, 2, 3, et les autres sont favorables, je vous remercie. Le point numéro 12, c'est la rétrocession de prestations générales en Madame Rousseau. La rétrocession PRR consiste pour le titulaire de la concession à revendre en raison d'un changement de volonté d'élimination ou en cas de déménagement la concession achetée. La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères, notamment la demande de concession doit émaner du titulaire de la concession, c'est-à-dire de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent procéder à une rétrocession à condition de conserver les titulaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la demande de concession présentée par M. Palliares Francis de la 13 rue Bonaparte à Alès, titulaire de la concession générale suivante, concession perpétuelle de 3 mètres carrés de cimetière Cégeron 2, acquise à l'octobre 96, pour un montant de 1434 francs. Celle-ci n'a pas été utilisée jusqu'à ce jour, mais un concours graphique a été édifié par le concessionnaire, M. Palliares Francisco, qui déclare vouloir retrocéder sa concession et le monument funéraire à partir de ce jour à la commune afin qu'elle en dispose. Le monument funéraire est en très bon état et évalué à 4 000 € dans l'état actuel. Compte tenu de la date d'achat et du règlement avant, le monument et la concession au prix où elle sera revendue aujourd'hui, à savoir 48,40 € le mètre carré, donc pour une somme globale de 4 145,20 €. Il est proposé d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à la réquisition de cette concession. Vous avez des questions? Des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 13, de gratuité des services de transport en commun pour les réfugiés. M. Philippe Torres. La ville de Nantes participe à l'accueil de réfugiés sur son territoire. Considérant que la ville de Nantes, en qualité d'autorité organisatrice du transport en commun, entend contribuer avec une mesure exceptionnelle de gratuité accordée aux réfugiés sur les circuits de transport urbain mandois PUM. La gratuité est accordée de façon temporaire tant que les réfugiés concernés n'ont reçu aucune aide de l'État et est soumise à la présentation d'un des justificatifs suivants lors de la création de la carte PUM par le délégataire. Passeport ou carte d'identité, titre de séjour valide, attestation provisoire de séjour bénéficiaire de la protection temporaire. Il est donc proposé d'accorder aux réfugiés une gratuité temporaire des services du transport urbain en bois dans les conditions fixées ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à la présente délibération. Merci, M. Torres. Bon, alors, c'est une opération, enfin, c'est une délibération qu'on vous propose pour régulariser depuis l'année dernière l'accueil de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés sur le territoire et pour lesquels on s'était engagé auprès de l'État à participer, donc à leur permettre de pouvoir circuler sur la ville, de pouvoir
prendre le tube et donc on est obligé de délibérer pour pouvoir payer notre délégataire sur les tickets qu'on a pu donner à ces réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous avez des questions sur le portail? Oui, monsieur le maire, donc lorsque j'ai pris connaissance de ce vote, j'ai pensé aux personnes qui aujourd'hui vivent dans la précarité. Alors il y a des jeunes au RSA, des vieux qui ont du mal à se chauffer et des étudiants qui vont rejoindre le Resto du Cœur. Est-ce que vous ne risquez pas de générer du ressentiment de la part d'une partie de la population de Tours? C'est la question que je vous pose. Et pourquoi prenez-vous une mesure qui nous semble inégalitaire et pourquoi ne pas l'étendre à justement, dans un contexte économique un petit peu difficile actuellement, pourquoi ne pas l'étendre à ces publics que j'ai cités précédemment? Alors, il y a deux choses. C'est qu'on a fait ça l'année dernière, au moment où les réfugiés ukrainiens sont arrivés, donc on a pris cette mesure parce qu'ils étaient logés et ils étaient arrivés avec leurs papiers. Alors, si vous voyez dans le détail, il faut quand même avoir justifié le passeport, le titre de séjour valable, etc. Ce n'est pas n'importe quel type de réfugié. Okay. Premièrement. Deuxièmement, c'était un contexte bien particulier de guerre en Ukraine. Et donc, il nous a semblé important que si ces familles qui arrivaient, qu'elles puissent s'installer, même si c'est que ponctuellement, je leur souhaite le plus possible, il y en a qui sont toujours en vie, que les gamins puissent aller à l'école, que les adultes ou pas puissent aller recevoir des cours de français à la préfecture pour leur papier, faire vaquer à leur occupation. Donc on a pris cette mesure l'année dernière et on régularise cette année parce que effectivement, sinon on ne peut pas payer le délégataire. Pour le reste, on a un certain nombre de dispositifs dans la délégation qui font droit à des dérogations pour un certain nombre d'usagers. Je ne vais pas les détailler en tête, je vous les aujourd'hui, mais on a quand même des dispositifs pour les étudiants, pour 50% sur tout le monde. Et après, sur le plan plus général, il y avait une question il y a quelques années en arrière, je crois qu'elle m'a dit debout, pourquoi on ne faisait pas le thune gratuit? Parce que tout à l'heure, il y a 59 000 € de recettes, si je ne me trompe pas, et que donc ces 59 000 € de recettes nous servent effectivement à équilibrer l'opération de transport urbain sur la ville de Man. C'est pareil, c'est 15% à peu près du coût du transport urbain, et que je veux attendre, ce que vous avez déjà reconnu, mais je le redis aujourd'hui, je veux attendre que de la nouvelle délégation de service public au 1er janvier 2025 pour savoir si cette somme-là ne nous aide pas à faire quelque chose qui soit plus efficient pour la ville, pour l'intérêt des mandats. Je rappelle que le ticket c'est 80 centimes. C'est toujours trop cher pour certains, j'entends, mais c'est quand même accessible. La carte pour un adulte, pour un senior, c'est 15 € à l'année. C'est de l'argent, j'entends, mais ça reste quand même accessible. Oui, simplement je regrette que dans le document qu'on reçoit, il n'y a pas suffisamment de précision. Parce que là, c'est pas précisé que c'est pour les Ukrainiens, donc on peut considérer que les Ukrainiens sont rencontrés. Donc c'est pas précisé. Oui, on pourrait penser que ça va bien plus loin. C'était sur une opération bien particulière. Est-ce qu'il y a des oppositions? Encore des interventions? Oui, sur ce point précis, M. le maire demande, il aurait été déjà plus clair et plus approprié d'écrire ukrainien dans l'intitulé. Déjà, ça nous aurait évité peut-être des malentendus. Vous ne me coupez pas, s'il vous plaît. On l'écrit pas, s'il vous plaît. Vous avez fini? Non, je commence. Donc il y a une attestation provisoire bénéficiaire à la procédure. Alors si je comprends bien d'abord, première chose, pour qu'il y ait une bonne compréhension, les réfugiés qui bénéficieront de cette gratuité d'emploi, c'est uniquement les Ukrainiens et pas les autres. Ça c'est la première chose qui nous interpelle, mais ce n'est pas ça qui nous a profondément étonné. C'est que lorsqu'on a eu cette motion, cette proposition de gratuité, on a joué notre rôle d'élu et on s'est déplacé à l'entreprise Boulet. On est parti les voir, et puis la question était très simple, c'est de leur poser la question, je prolonge un peu ce qu'a dit M. Portal,
qui à Mende bénéficie de la gratuité des transports, même de façon temporaire. Et la personne nous a regardé un peu bizarre, je lui ai dit, mais personne à Mende ne bénéficie de la gratuité des transports total, même de façon temporaire. Et donc on s'est pensé sur les tarifs, ce qui prouve que, quoi que soit la situation, même les plus précaires à Mende, on paye les transports. D'ailleurs, je remarque, monsieur le maire, puisque vous avez toute autorité au niveau de la tarification, en tout cas vous avez votre mot à dire, c'est qu'à Mende, vous avez anticipé la réforme de retraite de M. Macron, parce que pour bénéficier de la carte senior, la fameuse carte senior pour nos aînés, pour les retraités, il ne faut pas avoir 62 ans, il ne faut pas avoir 63 ans, il ne faut pas avoir 64 ans, il faut attendre d'avoir 65 ans. Donc vous êtes très fort là-dessus, c'est encore une mesure très juste, mais le fond du problème, c'est que lorsqu'on sait qui utilise les transports, le tube, la majorité, alors je ne dis pas la totalité, mais la majorité des gens qui utilisent le transport, ce sont soit les enfants scolarisés, soit les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule pour se déplacer. Et vous le savez très bien, puisque nous vivons dans la même ville. Donc la question se pose de l'égalité de traitement entre les gens et d'une mesure qui nous paraît vraiment soit les folkloriques, soit c'est un gag, soit c'est une provocation pour les habitants de la ville, et je parle des plus fragiles. Mais si vous voulez vraiment une mesure de justice sociale, monsieur le maire de Mende, monsieur Laurent Suot, vous instaurez la gratuité des transports et en contrepartie, vous nous rendez le musée payant, et là, vous verrez, ça fera plaisir à beaucoup de gens, y compris les plus vulnérables. Mais ça, vous l'avez oublié. Alors, comme le fond, vous essayez de stigmatiser, de faire de la politique, de la basse politique. C'est pas votre honneur, monsieur Abel. Vous faites ça depuis 2020, mais je pense que vous allez essayer de continuer encore jusqu'à 2026. On vous a expliqué, premièrement, que c'était, alors c'est peut-être qu'on a rédigé, on corrigera, on mettra une crédit si vous voulez, mais c'était une mesure d'urgence liée à une situation particulière. Je pense que tout le monde peut l'entendre. Après, ne me dites pas qu'on n'est pas en équité, puisque la délégation, elle traite bien en fonction de sa catégorie, des avantages, des réductions qu'on peut avoir, elle traite tout le monde pareil. Donc ne dites pas, s'il vous plaît, qu'on n'est pas équitable vis-à-vis de reste de la population. Et enfin, je redis qu'on a fait le choix, effectivement, de ne pas se priver de 59 000 euros de recettes pour justement améliorer le dispositif à l'aune du 1er janvier 2025. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4. Et donc la mesure est adoptée. Alors j'ai quelques questions diverses, ça va me permettre de parler de la thèse. J'ai des questions du groupe de demande à venir, de M. Fouget, M. Abel, M. Péréger, Mme Jacques. Une question qui concerne le parc régional d'activité économique Chaptal, qui s'appelle le parc Pose, donc avec l'installation d'une entreprise de l'activité industrielle de la filière au bois. Vous me demandez où c'est allé le projet. Et si vous pouvez me confirmer qu'il sera réalisé à la fin de votre mandat, ou s'il restera une promesse électorale. Moi, je suis porté aux promesses électorales. J'ai dit qu'il y avait un projet qui était sur la table, qui est la réalité encore aujourd'hui. Là, vous n'allez pas me reprocher ce qu'on veut faire les privés sur le territoire, quand même. Donc, vous allez bien. Par contre, non, je ne vous ai pas donné la parole. Par contre, vous allez me faire des vidéos, là, pendant la campagne électorale, pour stigmatiser sur le fait qu'il ne s'y passait pas grand-chose. Sur le site. Il n'y a rien de nouveau. Mais parce que vous, a priori, vous avez du mal à comprendre le monde économique, la complexité, peut-être, alors je pense que vous le faites volontairement, mais c'est long de monter des projets. C'est compliqué de monter des projets, techniquement, financièrement, administrativement, sur des autorisations. Et donc, j'espère, je semble lire entre les lignes que vous seriez satisfait que ça ne soit pas fait. Comme ça, vous pourriez argumenter là-dessus. Alors que si ça se fait, ça sera des dizaines d'emplois, ça sera des retombées économiques pour le territoire. Et oui, c'est la réalité. Vous semblez satisfait du fait que ça ne se passe pas. Vous tirez le territoire vers le bas. Votre volonté, c'est en permanence
de saccager. Alors on saccage, on détruit le centre-ville, non, non, pas, non, ça non. Non, pas ce geste. Non, pas ce geste. S'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole, ok? L'éducation garde. C'est moi qui donne la parole, ok? Donc, j'espère que le projet va aller à son terme. L'industriel est toujours à la tâche pour porter ce projet, peut-être avec un phasage, mais il faut souhaiter qu'il arrive à son terme. Pour le reste, les autres projets qui sont sur cette zone avancent aussi à leur rythme, parce qu'il faut du temps, encore une fois, pour développer des projets et les mettre en place. Et ceux qui le font pourraient vous en parler bien mieux que moi. Vous avez évoqué les difficultés croissantes du centre-ville avec la fermeture au moins 3 commerces sur la rue de la République. Vous ne parlez pas des réouvertures, des reprises, c'est gentil. En dehors de l'opération Gadget, c'est ce qu'a indiqué tout à l'heure Madame Bourgade, qu'à docteur. Vous me demandez quelles mesures concrètes attend prendre la mairie pour soutenir les commerces en difficulté. Je pense qu'on en prend depuis un certain temps, et la mesure d'investissement au travers des chèques cadeau-cœur de 60 000 € sur 3 samedis, 2 samedis et un vendredi. Ça attaque d'ailleurs ce samedi-là. C'est ça, Elisabeth. Samedi suivant et le vendredi 10 novembre. En mettant 20 000 € d'argent sur le commerce du centre-ville et de la communauté de Cœur de Lozère, on entend bien effectivement dynamiser. Alors pourquoi on a fait cette opération sur 3 journées alors qu'on le faisait sur la dernière année, 2022-2021, on l'avait fait plutôt autour du dernier vendredi de novembre, le Black Friday, Madame Michel Jacques, on l'a fait cette année de manière différente parce qu'on écoute là aussi les commerces et les commerçants du centre-ville dans leurs besoins et leurs volontés. On l'a fait aussi parce qu'on sait très bien qu'avec les travaux qu'on a engagés sur la rue de la République, le fond de la rue de la République et la place Estou pour refaire les pavés, on sait très bien que effectivement ça perturbe un peu l'activité du centre-ville et donc on veut donner un coup de fouet à cette occasion, et donc pour moi c'est une excellente opération, d'autant plus que ça, je regrette, vous parlez souvent des gens qui ont du mal à terminer les fêtes de mois, mais là ça aide à lutter contre l'inflation. Alors modestement je suis d'accord, mais ça y contribue quand même, puisque quelqu'un qui va dépenser 10 €, il a le droit à un chèque de 5 €, il a le droit à 50% de remise. Ça vous devriez le pointer, ça. Mais oui, c'est la réalité, monsieur Abel, c'est la réalité. Et vous voyez toujours que le mauvais côté des choses. Non, de temps en temps, il faut voir le bon côté des choses. Vous voulez pas l'opposition? Les bonnes actions des choses. Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Abel. Alors, s'il vous plaît, donc de temps en temps, il faut voir les bonnes actions qui sont portées. Et vous ne pouvez pas nous reprocher d'être proactifs en matière d'intervention sur le centre-ville. Je vous invite à aller voir les commerçants, tout du moins ceux qui sont venus nous voir lors de l'Assemblée Générale de l'Office du Commerce. Ils ont souligné qu'avec l'ouverture du musée, il y a une fréquentation cette année, c'est pas moi qui leur ai fait dire, c'est eux qui le disent, qui était supérieure, et dont ils en ont bénéficié dans leur commerce. Et oui, monsieur Abel, et oui. Et donc, tout ce qu'on pourra faire pour réhabiliter, pour entretenir le patrimoine, on le fera. Je pense que sur les dernières années, on a fait quand même des choses essentielles. La chapelle des Pénitents, la synagogue, qu'on a repris, qu'on a réouvert, qui est aujourd'hui visitable, qui n'était pas, l'ancienne pharmacie de l'hôpital, et de même notre projet, la réhabilitation quand il y a besoin, de paver au centre-ville, parce que c'est des choses qui sont utiles. Les gens de l'extérieur qui viennent à Mende et qui visitent Mende, soulignent toujours la qualité architecturale, patrimoniale de notre ville. Donc c'est quelque chose qu'on doit défendre. La ville doit être là pour investir sur ces éléments aussi. Je peux réagir? Non. C'est la démocratie.
Ensuite, on a une question de Mme Soulier qui veut restaurer la confiance entre les élus et les citoyens et de retrouver au sein du conseil municipal des débats sereins et apaisés. Ils sont sereins et apaisés, nos débats. Portant sur le fond des délibérations, en créant une commission d'éthique et de déontologie. Donc elle nous donne même le cadre de la commission qui serait composée de 8 personnes, des élus, de la majorité, de la minorité, un dans chaque camp, puisqu'il y a beaucoup de camps, dans la minorité, et de citoyens volontaires. Alors, ça vous nous le proposez, ok, on va regarder si on peut mettre ça en place. Je ne suis pas certain que ce soit la volonté de la majorité municipale, on l'étudiera. Mais je note que là, on nous propose de mettre des citoyens volontaires, et quand on le fait sur la démocratie participative et sur le budget participatif, on me dit que, si j'ai bien compris tout à l'heure, M. Abed, que les citoyens volontaires, ils sont choisis et sélectionnés par le maire, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc après, ça nous permettrait d'avoir des déclarations d'intérêt faites par chaque élu, une charte aussi, non? Non, la charte, on l'a déjà dit. L'assiduité au conseil et aux commissions, les indemnités perçues, ça c'est délibéré, les véhicules, le logement de fonction, ça aussi c'est délibéré, les notes de frais des élus prises en charge par la collectivité, ça quand vous avez besoin, vous savez me les demander. Mais pas les justifier. Je sais les demander, vous ne savez pas les justifier. Vas-y. Non. Je pense que vous aurez tous les éléments. Non. Voilà. Mais comme ça, c'est on peut revenir là-dessus si vous voulez. Oui, mais reposez-moi des questions, il n'y a pas de problème. Non, c'est les justificatifs qu'on vous demande. Les flux, vous avez eu? Non. Ah non, monsieur le maire demande. On a des attestations sur l'honneur de fameuses visites, mais après on n'a pas plus. Vos invitations des questions, on attend toujours. Et je voulais expliquer ça. Non, des petits SMS par-ci par-là. Non, mais arrêtez. Ah non, on commence. Hein. Non, mais vous êtes pitoyable. C'est vous qui dites. Non, mais vous ne pouvez pas être crédible. Je vous rends le même compliment, monsieur le maire. Non, non, mais. Je vous rends le même compliment. Et vous pensez que quand on va à l'Élysée, on a une convocation à 15 jours avant, c'est pas bien. Ah, mais pourquoi ils vous mentalisez comme ça aussi? Vous nous prenez pour qui, là? Moi, c'est pour éviter tout ça. Mais on est déjà commencé, c'est pas possible. On est déjà commencé. Avec des élus. Des élus. Commission et tout ça, et comme ça, en amont, tout est clair. On sait qui doit sortir dans les délibérations, qui prend part au vote, qui prend part à part, et on parle aussi de la tenue de l'Assemblée et voir s'il y a des propos diffamants, insultants. Et on met un côté, on remet un débat serein et sain. Mais on a un débat serein et sain, il me semble. Avec un peu de mauvaise foi, de temps en temps, de certains. Mais là, il y a... Ensuite, donc on va étudier ça, cette question. Ensuite, on a une question de M. Porta concernant le cimetière de Séjam et de son entretien. Depuis le printemps dernier, de nombreuses personnes s'en plaignent, à juste titre. Certes, comme chaque année, à l'arrivée de la Toussaint, on a le droit de le demander. Et cette gestion n'est pas digne de préfecture, quand nous, du personnel communal, affecté à l'entretien régulier. Alors c'est un vrai sujet, une vraie question. Je pense que les services techniques, quand vous dites qu'ils ne sont pas passés depuis le printemps, c'est pas vrai, puisqu'ils sont passés au moins à 3 reprises avant d'y passer. Sur mes propos, j'ai des photos pour vous montrer qu'effectivement, depuis le mois de juin jusqu'à encore quelques jours, il n'y a pas eu d'entretien. Ils sont passés. Ils sont rejetés. Après, il y a juste 2 éléments que je veux rajouter. Le premier, c'est que depuis l'année dernière, on n'a plus le droit au football. On l'a utilisé jusqu'à l'été dernier. Juillet 2022. On n'a plus le droit. Donc, il y a un point d'eau. Je vous cite un exemple. Il y a un point d'eau. Le mois de juin, c'est rempli de d'eau. La grille est pas touchée. Elle est encore là. On ne me dit pas qu'il y a un entretien régulier. Sinon, c'est la première chose qu'aurait fait le personnel. Il y a un entretien régulier, peut-être pas sur ce point particulier, mais il y a un entretien régulier sur tout ce qui est. La problématique de l'herbe, c'est que chaque détenteur d'une concession a la charge de l'entretien de sa concession. Et que donc, quand on passait avec du phytosanitaire, ça permettait de traiter l'ensemble. Là, effectivement, on le fait à l'automne une bonne fois pour
traiter l'ensemble, y compris les concessions, et ce n'est pas normalement à notre charge. Moi, je veux bien assumer toute ma responsabilité, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je ne parle pas du tout des mauvaises herbes. Je parle des allées qui sont dégradées. Alors, et je pense que le directeur systémique peut le confirmer. On en a parfaitement. Les allées sont complètement détruites, c'est le cas. Et il y a donc des grilles bouchées, les allées sont partout. Les allées sont pas complètement détruites, c'est pas vrai, puisque moi j'ai circulé en voiture, donc on arrive à y circuler. Je ne parle pas des allées goudronnées, je parle des allées entre les concessions. Et donc on est en fait en phase, ça ne vous a pas échappé, que depuis 2016, on a engagé, depuis que j'ai été élu maire, c'est une des premières actions que j'ai fait quand j'ai été élu maire, on a engagé une opération de reprise avec la réglementation qui va avec et qui est extrêmement contraignante. Et donc depuis 2 ou 3 ans, on fait intervenir une entreprise dans le cadre d'une procédure bien cadrée, qui a été délibérée d'ailleurs ici au conseil municipal. Et on attendait effectivement d'avoir fait, sur la partie la plus ancienne de ces gens-là même, d'avoir repris ces tonnes pour reprendre tout le cheminement. Et on est bien conscient qu'effectivement, il y a de l'investissement à faire, on en fait d'ailleurs depuis plusieurs années, et qu'on continuera à le faire dans les temps à venir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.